Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet échange en visioconférence sur le sujet du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, le FIPU. Hein, ce webinaire est à destination de tous les collaborateurs des services de prévention de santé au travail interentreprises d'Île-de-France. Donc, il est 10 heures, on est à peu près 80 participants, ça continue à se connecter. Alors, pour commencer, simplement quelques petites règles d'usage. Donc, nous vous invitons à couper vos micros et vos caméras de façon à fluidifier les échanges. Vous pouvez toutefois et bien évidemment poser vos questions. Alors pour poser vos questions, vous avez un petit onglet en bas qui s'appelle Q et R. Donc vous cliquez sur cet onglet, une fenêtre s'affiche et vous pouvez poser vos questions. Si la question est déjà posée par l'un des participants, n'hésitez pas à liker la question plutôt que de la retaper et ça nous permet, nous, de pouvoir sélectionner les questions les plus demandées. Hein. Donc, ce webinaire, la présentation va durer à peu près 30-35 minutes et à la fin de cette présentation, on répondra à l'ensemble de vos questions. On essaiera de répondre à toutes les questions. Toutefois, si certaines de vos questions ne sont pas éclairées, vous pourrez bien évidemment les reposer via les mails et nous répondrons ultérieurement pour répondre à vos interrogations. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et puis je vais laisser la parole à Jean-Alexandre Balberne. Merci. Merci Jean-François. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Jean-Alexandre Albert, je suis ingénieur conseil à la CRAMIF et en charge particulièrement des incitations financières. Donc, je vais vous présenter le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle avec déjà un petit rappel sur le contexte législatif et réglementaire. Donc, c'est un fonds qui a été créé par la loi retraite d'avril 2023, donc géré par l'assurance maladie risque professionnel. C'est un fonds qui est distinct du Fonds national de prévention des accidents de travail, mais qui est aussi financé par le solde excédentaire de la branche accident du travail et maladie professionnelle. Enfin, il y a un rôle qui est spécifique et donné donc à la commission de l'accident du travail et maladie professionnelle, donc qui définit les orientations du fonds, qui approuve les budgets et répartit les fonds suivant les objectifs. Et le montant de l'OFIPU, en fait, est fixé chaque année par arrêté. Et aujourd'hui, de 2023 à 2027, c'est 1 milliard d'euros qui est prévu par la loi. Donc, les missions du fonds, l'objectif est de prévenir trois risques ergonomiques, donc les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles définies comme position forcée des articulations, et enfin les vibrations mécaniques. Il y a trois types de destinataires pour recevoir le financement du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Donc, les entreprises, qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, les organismes de prévention des branches, donc à ce jour, le seul organisme reconnu au titre du FIPU par la DGT, c'est l'OPPBTP. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de l'OPPBTP ou les contacter, puisque eux-mêmes proposent une aide financière et l'accompagnement des entreprises. Et enfin, France Compétences, donc, qui est plutôt dédié à la transition professionnelle par rapport à la pénibilité des postes de travail. Un focus sur les répartitions budgétaires. Donc, pour l'année 2024, donc les 200 millions d'euros sont répartis de la façon suivante. Donc, 150 millions au niveau régional d'addition des entreprises. Quand je dis régional, ce n'est pas que pour la CRAMIF, hein. Aujourd'hui, la CRAMIF, c'est 18,4 millions d'euros pour les entreprises. Donc, avec une ventilation pour les entreprises inférieures à 50 salariés, donc de 1 à 49, donc 105 millions d'euros, ce qui représente 70% du budget. Pour les entreprises de 50 à 199, on parle de 30 millions d'euros, donc 20% du budget. Et puis pour les grandes entreprises supérieures à 199 salariés, donc on est à 15 millions d'euros, donc 10% du budget. Donc là, on est sur le volet entreprise. Sur les deux autres volets, donc des organismes de prévention et France Compétences, on est à 10 millions d'euros
pour les risques de prévention et 40 millions d'euros pour France Compétences. Alors, focus sur les entreprises. Donc ces budgets sont gérés par le réseau des CARSAT, de la CRAMIF pour les Deux-France et les CGSS pour les départements ultramarins. Donc, on vise quoi, les entreprises qui relèvent du régime général, mais aussi les travailleurs indépendants qui cotisent à l'assurance volontaire, accident du travail, donc l'AVAT. D'ailleurs, on demandera une preuve en fait, de cotisation à cette assurance volontaire lorsqu'on a une demande de dossier à travailleur indépendant. Alors, pour quel objectif? Donc, des actions qui visent à participer via des subventions, donc au financement d'équipements, de prestations ou de formation. Donc, très proche en fait, des subventions qui existaient dans le FNPAT, mais qui ne sont plus limitées aux entreprises à faire à 50 salariés. Donc, quand je parlais de ces subventions, on parlait notamment de TMS diagnostic, TMS action, et des soins à domicile, et des soins en établissement. Donc, l'autre volet, c'est la réalisation d'actions de sensibilisation aux facteurs de risque ergonomique. Donc, c'est des actions de communication. Des aménagements de postes de travail, donc au sens de la prévention et de la désinsertion professionnelle. Et enfin, la prise en charge de frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d'actions financées par le fonds. Donc, en fait, c'est notamment sur des actions, en fait, des actions de prévention des risques TMS et des risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques. Donc, comment se passe? Alors, plus tard dans le déroulé, vous aurez une présentation par logigramme de comment effectuer une demande. Donc, les entreprises doivent de toute façon envoyer des factures acquittées, hein. Il n'y a plus de gestion de réservation, comme il y a le cas sur les subventions de prévention FNPAT. Et en fait, on reste sur la logique du premier arrivé, premier servi, en fonction du tranche d'effectifs par région. Et je reviens sur un peu la clé de répartition précédente, qui est les montants alloués par effectif. Concernant les équipements et les formations, alors, il y a à peu près 17 types d'équipements génériques que vous retrouvez en fait dans une annexe dans le cahier des charges, hein, avec ces équipements. Donc, vous avez quatre grandes catégories. Les équipements de transfert. Donc, ça peut être des rails, donc notamment c'est des rails en H qu'on peut retrouver dans les établissements de soins, des palonniers, des portiques, des préhenseurs. Donc, ces équipements peuvent être mobiles ou fixes, hein. Et puis des monts de charge. Dans les monts de charge, c'est spécifiquement pour les secteurs du déménagement et de la restauration. La deuxième grande série d'équipements sont des équipements roulants. Donc, ça peut être des transpanettes électriques, des tracteurs pousseurs, des timons électriques, euh, et puis aussi des diables monte-escaliers électriques. Troisième catégorie, le plan de travail réglable en hauteur. Donc, ce sont des tables élévatrices motorisées. Donc, on peut retrouver notamment pour les secteurs vétérinaires, secteur du BTP aussi, des plateformes à maçonner, et puis des recettes à matériaux qu'on retrouve notamment aussi dans le BTP. Quatrième grande catégorie, les équipements spécifiques. Donc, ce sont pour l'industrie des filmeuses, housseuses, banderoleuses. C'est le même type d'équipement. Des ponts de carrossier, en fait, on parle d'élévateurs de véhicules légers, hein, pont de carrossier, ce qui veut dire que la hauteur maximum est de 1,60 m enlevé. Ça peut être aussi des systèmes de débâchage ou de bâchage automatique de bennes pour les camions. Et puis des autolaveuses compactes. Quand on parle de compact, c'est des autolaveuses avec une surface de nettoyage de 0,5 m². Donc on devra retrouver au niveau de la fiche technique de l'équipement. Donc tous ces équipements, vous les retrouvez dans le cahier des charges techniques qui vous permettent de bien cibler en fait, les critères techniques euh, de recevabilité pour ces équipements. Concernant les formations, donc le FIPU finance en fait des formations déployées par les organismes de formation habilités par l'INRS et le réseau assurance maladie risque professionnel. Donc ça concerne notamment tout ce qui est formation liée aux troubles, prévention des troubles musculo-squelettiques. Ça concerne aussi les formations liées à la prévention des risques liés à l'activité physique, dont on parle notamment de PRAP, formation PRAP. Des formations spécifiques au secteur de l'aide et soins à la personne, donc soit au domicile, soit établissement. Et puis des formations sur le secteur du transport routier et logistique. Donc, de même que pour les équipements, vous avez toute une liste des formations éligibles dans le cadre du fonds d'investissement de la prévention d'usure professionnelle. Concernant la partie diagnostic,
Donc, au niveau du prestataire qui réalisera le diagnostic, il faut à tout prix qu'il soit inscrit sur la liste des intervenants en prévention des TMS proposés par les caisses régionales, euh, qu'il soit ergonome ou ergonome au sein de services de prévention de santé au travail, si la prestation est facturée. Un intervenant dans la démarche Adopte BTP proposée par l'OPP BTP, soit chargé de mission de l'ARACT, ou encore un consultant inscrit comme IPRP auprès d'Edrietz. Concernant la qualité du diagnostic, il sera demandé par attestation sur l'honneur du prestataire et de l'entreprise que le contexte d'entreprise et sa situation en matière d'ATMP, notamment TMS, euh, les raisons motivées à la réalisation du diagnostic, la méthodologie employée sur les conditions d'association et de participation des salariés et des IRP, des IRP pardon, au projet. Et enfin, un descriptif précis de l'activité réalisée et des contraintes physiques et organisationnelles associées. Euh, en, en complément, dans la logique du du diagnostic, il est demandé un plan d'action en cohésion avec le diagnostic. Ces critères-là, on les retrouve pour ceux qui ont connu dans la subvention de prévention de TMS diagnostic, hein. Les termes n'ont pas changé. Concernant les actions de sensibilisation, donc là, on parle sur le deuxième grand volet, hein. Donc, on était sur là, je vous ai présenté les actions de prévention, donc équipement, formation, diagnostic. Deuxième grand volet, les actions de sensibilisation. Donc, c'est soit des infographies selon deux formats, des formats papier ou des formats web. Il peut s'agir aussi de création d'infographies, soit des mots opératoires, des affiches. Donc, pour en fait communiquer sur la prévention des risques ergonomiques sur des sites internet ou bien des affiches ou des documents papier. Ou ça peut être aussi des actions liées à un événementiel, donc un format de destination des salariés de l'entreprise, hein, de type soit atelier, soit des forums, des réunions de sensibilisation sur la prévention des risques ergonomiques. Et dans tous les cas, dans ces deux cadres-là, on demandera bien sûr des factures acquittées par le prestataire ou les prestataires. Troisième grand volet, donc l'aménagement d'un poste d'un salarié. Donc, le fonds prend en charge des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation et de transformation d'un poste de travail d'un salarié, mais qui s'inscrit dans une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. À ce titre, il sera nécessairement demandé une attestation d'un médecin du travail que vous retrouvez dans la liste des attestations à fournir par l'entreprise. Je ferai un focus sur l'ensemble des documents à fournir suivant euh, les types de dispositifs. Quatrième et dernier grand volet, c'est le salaire de préventeur. C'est-à-dire que le fonds permet de financer, donc c'est-à-dire de prendre en charge des frais de personnel d'un salarié qui œuvre pour la mise en place d'actions de prévention et de sensibilisation des risques euh, ergonomiques à la destination des salariés d'entreprise. Donc ça peut être des salariés qui sont en CDD, en CDI, mais aussi on prend en compte les salariés en apprentissage. De même, il y a des attestations qui seront demandées lorsque l'entreprise fera une demande de dossier. En termes de modalités de financement pour l'ensemble de ces dispositifs, donc vous avez sur le côté gauche les objets de financement, donc on retrouve des actions de prévention, équipement, formation, diagnostic. Donc la prise en charge est à hauteur de 70%, mais avec une limitation de 25 000 euros sur la période 2024-2027. Pour les actions de sensibilisation, donc les actions de communication, donc c'est aussi une prise en charge de 70%, avec aussi une limitation à 25 000 euros sur la même période. Et c'est exactement identique sur les aménagements de postes au titre de la PDP, donc 25 000 euros sur la même période avec une prise en charge à 70%. Une différence par rapport au salaire de préventeur, là c'est un forfait de 8 235 euros qui est sur la période 2024-2027, mais c'est une seule demande par entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'une entreprise qui a plusieurs SIRET sur la France métropolitaine, par exemple, si un établissement de l'Aquitaine qui fait une demande avant un établissement de l'Île-de-France, ce sera ce dossier-là qui sera géré en priorité par l'applicatif.
En termes de plafond, pour les entreprises de moins de 200 salariés, donc de 1 à 199, on aura une possibilité finalement de 75 000 euros maximum. Et donc là, on parle bien de l'ensemble, y compris le forfait de service de préventeur, hein. Et 25 000 euros pour les entreprises de plus de 200 salariés. Sur les conditions d'attribution, et là, c'est spécifiquement aux prestations et aux équipements. Donc, il faut que les équipements et prestations soient réalisés sur l'année en cours. Donc, on parle à partir du 1er janvier 2024. Les équipements doivent être neufs et doivent être la propriété de l'entreprise. Comme je le disais, c'était à partir du 1er janvier 2024, même si le fonds d'investissement de la prévention de l'usure potentielle a été mis en place en réalité le 18 mars. Mais on prend du 8 mars 2024. Mais on a un effet rétroactif au 1er janvier. Petit focus sur le cumul des financements. Donc, une entreprise, elle peut réaliser une demande par type de dépense pour chacun de ses établissements, avec un montant minimum de subvention de 1 000 euros. Donc, c'est 1 000 euros côté caisse, c'est-à-dire que c'est environ 1 430 euros hors taxe pour une entreprise. En dessous de ça, on est en dessous des 70%, donc on ne pourra pas prendre en charge. Une entreprise ne pourra pas non plus obtenir une subvention risque ergonomique si elle a en fait un contrat de prévention en cours ou si elle en a bénéficié au cours des 2 années précédant la demande. Un autre cas aussi, c'est si l'entreprise est sous injonction ou cotisation supplémentaire, ne peut même pas non plus faire une demande de subvention FIPU. Euh, il y a un point aussi sur le cumul par rapport à des investissements qui seraient aussi pris en charge par d'autres opérateurs publics. Donc là, on fera une demande d'attestation sur l'or, comme quoi l'entreprise ne sollicite pas aussi un autre type d'opérateur pour obtenir une subvention au FIPU. En termes d'annexes, donc je ne vais pas toutes les énoncer, mais vous avez des annexes suivant le type de dispositif. Donc pour les diagnostics ergonomiques, vous voyez qu'il y a deux types d'attestations. Pour les équipements, j'en parlais tout à l'heure, il y a le cahier des charges techniques des équipements financés, donc qui est très bien fait, qui reprend vraiment en détail les critères, la réglementation, les normes auxquelles doivent répondre les équipements de travail, avec aussi deux types d'attestations à transmettre. Pour les actions de formation, on retrouve aussi en annexe la liste des formations, la liste des organismes habilités par l'assurance maladie risque professionnel. Pour les actions de sensibilisation et de communication, vous avez aussi deux types d'attestations par entreprise et aussi pour travailleurs indépendants. Et puis l'attestation de service. Les aménagements de poste, c'est le point que je présentais tout à l'heure, c'est qu'il y a il y a un arrêté du 16 octobre 2017 hein, qui est une attestation type à compléter par la médecine du travail. Il y aura aussi deux autres types d'attestations à transmettre, hein, celle complétée par l'entreprise ou le travail indépendant, et puis l'attestation de service frais par l'entreprise. Et enfin, le salaire de préventeur, il y a une attestation qui est à compléter par l'entreprise ou le travail indépendant, mais il est demandé, vous verrez dans les conditions d'attribution, le contrat de travail du salarié. L'idée, c'est de faire le lien entre le poste occupé par le salarié et la mission de prévention des risques de TMS ou d'exposition au risque de vibration mécanique. Alors, pour effectuer une demande en ligne, donc à part les travailleurs indépendants où l'applicatif aujourd'hui ne permet pas qui leur permet pas aujourd'hui de faire une demande en ligne, et donc dans ce cas-là, il y a une adresse mail générique pour effectuer la demande. Pour toutes les entreprises, sinon, il faut se connecter sur Net Entreprise, sur le compte ATMP. Et puis, vous êtes sur la gauche du logigramme. Donc, l'entreprise doit effectuer une demande, de compléter son effectif. Et à partir en fait, de son effectif, elle sera orientée sur deux types d'aides financières. Soit il y a moins de 50 salariés, donc il y aura toutes les offres liées au FIPU, mais elles retrouveront aussi les offres liées au Fonds national de prévention des accidents de travail. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des offres orientées sur le risque chimique ou le risque lié aux agressions dans les commerces de proximité. Et pour les entreprises supérieures
à 50 salariés. Donc, elles auront toutes les possibilités des dispositifs FIPU. Sur la droite du logigramme, donc en fait, c'est les différentes étapes quand l'entreprise va faire sa demande en ligne, hein, c'est-à-dire elle doit inscrire des informations administratives en fait, sur un écran, hein, saisir, remplir aussi la déclaration sur l'honneur. Donc, c'est aussi des cases à cocher. Et puis d'envoyer les documents demandés en fonction des dépenses réalisées, mais c'est en fonction aussi des dispositifs. Là, qu'on parle notamment, c'est des factures, notamment pour les équipements, les prestations diagnostiques et même aménagement de poste au titre de la PDP. Mais c'est aussi toutes les attestations qui sont demandées suivant le dispositif. Et en fait, la caisse ensuite reçoit sous 24 heures, ça, parce que là, le dispositif sous net entreprise, en résumé, c'est comme une boîte aux lettres, et dans les 24 heures qui suivent, c'est transmis sur l'applicatif national de gestion. Et là, rapidement, il y a un retour de la caisse sur le fait que l'entreprise peut bénéficier ou non de la subvention risque ergonomique. Pour nous contacter, donc il y a une adresse postale hein, de la CRAMIF. Le plus important, c'est quand même pour les entreprises, pour avoir un premier niveau d'information, c'est le 3679 qui va lui permettre d'avoir un premier niveau d'information, notamment savoir si elle est éligible ou non à cette aide financière, comme aux autres financières, parce que c'est une plateforme générique. Le deuxième, euh, le deuxième niveau de communication, ça sera, je ne parle que pour la CRAMIF, mais de la cellule FIPU au sein de la direction des services extérieurs. Donc vous avez une adresse générique, hein, afs.cramif@assuranceMaladie.fr. Ce qu'on vous demande, ou ce qu'on demande aux entreprises, c'est que dans l'objet du mail, on parle de risque ergonomique parce que c'est une adresse mail aussi générique. On reçoit tout type de demandes, à la fois sur les autres types de subventions prévention, mais aussi sur les contrats de prévention. Donc le fait de l'avoir cet intitulé en objet risque ergonomique, ça nous permet de répondre plus rapidement et plus réactif à la question. Pour tout ce qui est en fait documentation, euh, précision, téléchargement des annexes ou des conditions d'attribution, vous pouvez aller sur le site de la CNAM, hein, abeli.fr, entreprise, et aussi bien sûr sur le site de la CRAMIF. Pour les demandes sur Net Entreprise, vous avez aussi le lien générique netentreprise.fr. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Donc, je pense qu'il y a eu quelques questions, pas mal de questions, et je suis à votre disposition pour vous répondre. Oui, alors on a déjà répondu au fil de la présentation et vous avez donc, je vous invite à consulter donc via l'onglet Q&R les réponses qui sont, vous avez trois volets, ouvertes, répondues et rejetées. Donc là, vous avez un certain nombre de réponses. Des questions encore en suspens, Jean-Alexandre. Une entreprise peut-elle cumuler ce dispositif avec des dispositifs d'autres organismes? Type AGFIP. Oui, c'est possible. Et attention sur le type d'investissement. La GFIP, c'est aussi un organisme public. Donc, attention au cumul sur des investissements identiques. Si les investissements sont différents, il y aura une possibilité. S'ils sont identiques, ce sera notamment pas possible. Autre question posée, pourra-t-on être informé dans le temps de l'état d'avancement des fonds disponibles par taille d'entreprise? Ah, la CRAMIF fait le choix contrairement à des CARSAT hein, qui communiquent sur leur site sur l'engagement budgétaire. Aujourd'hui, si nous, donc, vous n'avez pas rien qui s'affiche au niveau de la page crabif.fr, c'est qu'il y a encore des fonds disponibles. Pour information, aujourd'hui, on est à peu près au national à 2% des fonds engagés. Donc, ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, sur 18,4 millions, il peut y avoir énormément de demandes qui seront prises en compte. Donc, les feux sont ouverts pour faire les demandes.
Très bien. Alors, j'ai pas d'autres questions nouvelles à recenser sur cette fenêtre. N'hésitez pas, je m'adresse à tous les participants, à poser vos questions, profitez-en. Je vais reprendre en attendant quelques questions auxquelles on a répondu directement, notamment deux questions concernant la liste des équipements qui peuvent être subventionnés. Est-ce que cette liste est exhaustive? Est-ce que cette liste est limitative? Est-ce que cette liste peut évoluer? Euh, Alors, sur les dernières informations de la Caisse nationale, la liste devrait évoluer au cours du dernier trimestre 2024. Donc, on attend un élargissement du type d'équipement à partir peut-être d'octobre ou novembre 2024. Et il y aura un lot, en fait, un lot numéro 2 en septembre, après les vacances, d'après la CNAM. également une petite question. Ah, des questions sont arrivées, donc on va les reprendre. Alors, une question. Les subventions permettent donc des aménagements individuels principalement. Comment faire pour les études ergo collectives avec des pistes d'amélioration plus globales? La liste actuelle est très restrictive. Alors, je pense qu'il y a deux questions, hein. Bon, je vais déjà laisser Jean-Alexandre répondre à la première. Bon. Clairement, quand on parle d'aménagement ou d'équipement, on revient sur cette liste restrictive d'équipements, même si Fadila vient de vous dire qu'il y aurait un changement d'une deuxième liste à partir de septembre. Concernant les aménagements de poste, nous, quelque part, le FIPU finance le diagnostic. Donc, ça peut être sur du multiposte. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous demander au jour d'aujourd'hui, comme c'était le cas précédemment, le rapport de diagnostic ergonomique. On demandera les attestations sur l'honneur de l'entreprise et du prestataire et la facture du prestataire. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de contrainte à effectuer une étude ergonomique sur plusieurs postes de travail. Merci. Autre petite question. Est-ce que le FIPU a vocation à remplacer la démarche TMS Pro? Le FIPU vient plutôt en support à la démarche TMS Pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont ciblées par ce programme national. Le FIPU, vous voyez qu'il est très orienté sur la prévention des risques TMS et risques ergonomiques au sens large du terme. Clairement, une entreprise qui cible TMS Pro, on peut l'accompagner dans le cadre du FIPU, bien sûr. Est-ce que les fournisseurs des équipements qui sont subventionnés doivent-ils être référencés par la CRAMIF? Ou sont-ils Bon. référencés par la CRAMIF? Alors, on n'a pas, contrairement à ce que vous avez pu connaître dans le passé, avec des listes de fournisseurs, non, je parle par exemple Filmeuse Plus, vous avez des listes de constructeurs avec les types modèles d'équipement. Aujourd'hui, le choix qui est fait vis-à-vis de ce fonds de prévention, en fait, c'est de faire confiance au fournisseur ou au constructeur, parce que lui-même aura à transmettre une attestation sur l'or comme quoi l'équipement correspond au cahier des charges. Alors, Au cahier des charges de la Caisse régionale d'assurance maladie, hein. Précision qu'on a rajoutée aux attestations. deux questions à peu près sur le même sujet concernant les adaptations individuelles. Est-ce que pour pouvoir obtenir un accompagnement financier via le FIPU, est-ce qu'il est nécessaire que le salarié, le travailleur, soit reconnu en tant que travailleur handicapé, RQTH? Ce n'est pas aujourd'hui un critère, nous, d'acceptation ou de refus de dossier, hein, clairement. Comme je l'ai expliqué, on demandera l'attestation du médecin du travail, l'attestation de l'entreprise par rapport à l'attestation de l'aménagement du poste. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas un critère de refus, ou de refus, d'acceptation, simple. Alors, des questions qui ont été posées et auxquelles nous avons déjà répondu, mais je vais les reprendre
façon un peu plénière. Quel est le délai de traitement des dossiers dans le cadre de cette aide financière? On essaye au maximum de répondre sous un mois parce qu'en fait, la grosse différence avant, quand vous avez les réservations, il y avait plus d'échanges avec l'entreprise. Aujourd'hui, le système veut, en fait, il est assez manichéen puisque s'il manque un document, ben, on est obligé de refuser. On ne peut même pas vraiment comment dire, engager le dialogue avec l'entreprise, c'est qu'on refuse, mais on explique pourquoi on refuse. Voilà. Donc le traitement, il peut être sous une semaine et peut-être un mois grand maximum. Grand maximum. Dans les conditions générales, il est indiqué 2 mois de traitement. Ça, c'est théorique. Enfin, en pratique, par Oui, rapport, voilà. parce qu'aujourd'hui, l'offre, en fait, par rapport à ce qui était attendu au national, on attendait une montée en puissance des demandes comme on a pu le connaître en 2020 sur les subventions Covid. Aujourd'hui, on est plutôt à des demandes par palier. Donc, ce qui nous permet de réduire le temps de réponse aux entreprises. Pas de questions supplémentaires ouvertes. Une question qui avait été posée, donc le fonds, l'enveloppe budgétaire pour 2024 est de 200 millions. Qu'en est-il pour les années suivantes? Alors, 200 millions, c'est au national. Donc, la loi de réforme des retraites parle de 1 milliard d'euros hein, sur la période 2023-2027. Donc, ce qui est logique, c'est aussi 200 millions d'euros en 2025, en 2026, en 2027. On ne va pas, pour l'instant, on n'a pas de visibilité au-delà de 2027. Je Alors, rappelle, je rappelle que ce fonds, il est complémentaire. Il y a en plus du Fonds national de prévention de l'accident de travail qui est aujourd'hui de 100 millions d'euros au national. une question suivante. Si un dossier est refusé, car il manque un document, l'entreprise peut-elle renvoyer son dossier avec le ou les documents manquants? Tout à fait, oui, oui. Et obligé de repasser par d'être entreprise, compte employeur pour refaire sa demande. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder le dossier ouvert si on fait un refus. Une question également, une entreprise avec plusieurs besoins d'accompagnement doit-elle choisir ou combiner ses besoins? On peut combiner ses besoins, c'est-à-dire qu'il y ait une entreprise tout à fait faire une demande d'aide financière pour un diagnostic ergonomique, en plus de l'achat d'un équipement, et puis aussi d'une action de sensibilisation pour ses salariés. Oui, tout est cumulable. Je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau que on était sur 70% de taux de participation avec un montant maximum de 25 000 euros. Donc, c'est tout à fait cumulable, oui. Oui. D'accord, donc d'un point de vue pratique, est-ce que si l'entreprise fait trois dossiers ou on n'en fait qu'un en Alors, regroupant non, c'est les trois deux? dossiers, c'est-à-dire que, en fait, quand elle sera sur le niveau de l'applicatif, c'est elle qui va choisir le programme. Donc, que ce soit le programme équipement de travail, pardon, action de prévention, équipement de travail, soit ce sera action de prévention, sensibilisation, pardon, action de prévention, formation, voilà. Et puis, bah, ça peut être aussi notre programme, action de sensibilisation. Et en plus, il y aura la catégorie. Clairement, là aussi, c'est un point de vigilance. On a énormément de. Alors, énormément. On a des refus du fait que l'entreprise demande le mauvais programme. Une entreprise qui a par exemple un effectif à 400 salariés qui demande une aide pour un programme de moins de 50 salariés, bah, vu qu'on a des fonds qui sont attribués suivant les catégories d'effectifs, on ne peut pas accepter le dossier dans ce cadre-là. Donc, on lui répond de refaire sa demande. On sait que c'est contraignant, mais il faut faire sa demande par rapport à sa classe d'effectifs. Alors justement, toujours un peu dans ce sens-là, quand finalement le dossier n'est pas recevable, soit par une erreur, soit par un manque de documents, est-ce que le fait de soumettre un dossier réajusté, est-ce que les délais repartent du début, c'est-à-dire à peu près 1 à 2 mois de traitement? Bah, donc, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, théoriquement, c'est 2 mois. Je vous dis qu'aujourd'hui, on est plutôt un mois sur le retour. Les traitements sont quand même plus courts, bah, théoriquement plus courts que pour les autres subventions où on a
on passe par une phase de réservation. Ce qui peut être aussi problématique, puisqu'en fait, on a des demandes où finalement on reçoit des devis. Donc, bien sûr, le devis n'étant pas une facture, on est obligé de refuser la demande en demandant que l'entreprise nous renvoie une facture à quitter. Très bien. Pas de questions. Je vous invite encore à poser vos questions. On a encore un peu de temps, donc profitez de la présence de Monsieur Balbert qui pourra vous éclairer. Euh, Pas de questions complémentaires. Alors, pour information, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible dans quelques temps sur notre site Cramif, donc en replay. Donc, vous pourrez le faire suivre à vos collègues s'ils n'ont pas pu être disponibles aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez donc dans la diapositive qui s'affiche un certain nombre de contacts. N'hésitez pas à revenir vers ces contacts-là pour pouvoir vous éclairer. Alors, hop, je crois que j'ai et encore une petite question sur les demandes pour les équipements dans un dossier. Doit-on se limiter à un seul équipement ou plusieurs équipements sont possibles dans une seule demande? Il peut y avoir plusieurs équipements. Vous pouvez demander 2, 3, 4 autolaveuses tant que vous n'atteignez pas le maximum de 25 000 euros. Bon, vous aurez également la présentation également en même temps que les replays. Donc tout ça, vous aurez accès à tout ça. Vous allez également recevoir, vous allez être questionné à la fin de ce webinaire. Alors je ne sais pas sous quel délai, je crois que c'est à peu près une journée. Je vous invite à répondre. C'est un petit questionnaire de satisfaction. Ça nous permet de nous améliorer s'il y a quelques difficultés ou des couacs. Voilà. Bah, écoutez, il est 10h37. Pas d'autres questions? Non, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie Jean-Alexandre. Je remercie aussi nos collaboratrices et collaborateurs. Et écoutez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.